Dis-moi, toi, quand tu crées des automatisations avec de l'IA, comment choisis-tu ton modèle? Est-ce que tu prends juste le modèle le plus puissant sans réfléchir, ou bien est-ce que tu prends un modèle que tu connais bien sans recherche supplémentaire? Eh bien, si dans l'un de ces deux cas, cette vidéo est faite pour toi, car c'est un condensé des recherches que j'ai pu faire sur les différents modèles. On va voir quels sont les benchmarks qui sont utilisés pour pouvoir les comparer, et le but est de trouver le modèle qui correspond le mieux à ton besoin, que ce soit en termes de compatibilité par rapport à tes besoins ou en termes de coût. Dans cette vidéo, je vais parler de certains cas d'usage qui reviennent beaucoup dans tout ce qui est automatisation avec intégration d'IA, et l'objectif c'est de déterminer quel est le meilleur modèle pour chacun des besoins. Mais avant de parler de ça, du coup, je vais vous parler des différents benchmarks qui existent afin que vous, dans le futur, vous puissiez comparer les différents modèles comme il faut. Allez, on perd pas de temps et on voit ça tout de suite. Alors, il existe 5 grandes catégories de benchmarks. La première catégorie étant la catégorie des connaissances générales. L'objectif ici, c'est de tester si le modèle a une très bonne culture générale. Et l'exemple le plus connu, c'est le MMLU. Et ça signifie Massive Multitask Language Understanding. Et comment ça marche concrètement? Ce benchmark, en fait, c'est juste un QCM. C'est une suite de questions avec plusieurs réponses, donc 4 réponses potentielles, donc A, B, C, D. Et l'objectif ici, c'est que le modèle doive choisir la bonne réponse. Ce genre de benchmark couvre 57 domaines différents, comme l'histoire, le droit, la physique, l'économie. Et en gros, on voit ça un petit peu comme un test de culture générale universitaire. Le problème avec ce type de benchmark actuellement, c'est que les modèles deviennent vraiment très bons, et que maintenant ce benchmark est saturé, c'est-à-dire qu'une grande partie des modèles atteignent 90% de taux de réussite sur ce test. Donc ce test permet d'avoir une bonne idée de si le modèle a une bonne culture générale et est globalement bon, mais par contre il ne faut pas s'appuyer que sur ce test-là pour savoir si ton modèle est viable pour ton besoin. Ensuite, deuxième type de modèle de benchmark, on a les benchmarks de type raisonnement. Là, l'objectif ici, c'est de voir si le modèle peut vraiment réfléchir et pas justement sortir des réponses pré-traitées comme ça peut l'être avec le test de culture générale. Un bon exemple ici, c'est le GPQA ou GPQA en anglais. Et donc ce test est très intéressant parce qu'il s'agit de questions posées à des docteurs en sciences, que ce soit en chimie, en physique, en mathématiques. Et l'avantage de ce test-là, c'est que les questions ne peuvent pas être inventées, ne peuvent pas être cherchées directement sur Internet, et donc permettent de vraiment quantifier la capacité de raisonnement du modèle. Pour indication, les meilleurs LLM du moment tournent entre 60 et 70% de bonnes réponses sur ce genre de test, et ce qui est donc un très bon indicateur, comme quoi ce modèle peut permettre de répondre à des questions qui sont très complexes, avoir un très bon cheminement de pensée. Et si vous avez besoin que votre modèle puisse répondre à des problèmes très conséquents, eh bien c'est le bon type de benchmark à exploiter. Ensuite, la troisième catégorie, c'est les benchmarks de type code. Ici, par exemple, on a le SWE benchmark, et c'est ce qui nous intéresse le plus, notamment pour l'automatisation. Ici, on va identifier la capacité du modèle à pouvoir répondre à des vraies problématiques, des vrais bugs qui sont présents sur GitHub. L'objectif, c'est qu'on va soumettre des bugs à notre modèle, et on va avoir sa capacité à pouvoir résoudre ces bugs-là, à pouvoir soumettre des patchs, et ensuite sur ces corrections, on va faire tourner différents tests, et si les patchs permettent de résoudre le bug, alors on va dire que c'est une bonne réponse de la part du modèle. Si vous voulez un indicateur, Claude Sonnet 4.5 par exemple, a un taux de réussite de 70% sur ce test, c'est-à-dire qu'il peut résoudre en moyenne au moins 3 bugs sur 4, et c'est-à-dire qu'il se comporte vraiment comme un développeur à temps plein. Ensuite, quatrième catégorie, on a cette fois-ci les benchmarks de conversation, avec l'exemple par exemple du modèle Chatbot Arena. Ici, l'objectif est d'évaluer si le modèle est agréable à utiliser, identifier sa capacité de réponse et savoir s'il écrit correctement. Et en fait, le test se passe avec de vrais utilisateurs. On va soumettre 2 réponses de modèles anonymes, et les utilisateurs vont choisir du coup la réponse qui leur convienne le mieux, et ça permet d'identifier le modèle qui a la meilleure capacité de réponse entre guillemets. Une limite sur ce test déjà que vous pouvez vous dire, c'est que c'est un test qui est en soi subjectif, vu que ce sont des réponses données par des utilisateurs sur selon eux quelle est la meilleure réponse qui leur a été apportée. Mais c'est un bon benchmark à comparer, notamment si vous avez par exemple des agents de customer support. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de benchmark à côté. Et enfin, dernière catégorie, donc ce sont les benchmarks de type agentique. Ici, l'objectif, c'est d'identifier la capacité des agents, des modèles, à pouvoir utiliser les différents outils qui sont à disposition dans le bon ordre et de la bonne façon. Et comme vous vous en doutez, c'est donc ce qui nous intéresse ici pour nos automatisations. Et encore une fois, on va se baser sur le modèle le SWE benchmark, qui permet d'identifier sa capacité à pouvoir résoudre des bugs, mais cette fois-ci en utilisant les bons outils, en cherchant les bonnes informations, pour pouvoir identifier du coup les bugs et pouvoir les corriger. À savoir aussi qu'il existe d'autres benchmarks qu'on peut regarder dans ce type de catégorie-là. On a par exemple Webshop, ou alors on a aussi Agent Bench, qui permet de faire des comparaisons un peu similaires, en termes d'utilisation d'outils en tout cas. Eh ben toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner, car ça soutient de ouf la chaîne, et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo.
Alors maintenant, on va aborder les différents cas d'usage que j'ai pu repérer et qui reviennent le plus souvent dans tout ce qui est utilisation d'automatisation pour aider les business à développer un petit peu leur croissance. Et le premier qui ressort est la génération de leads et la qualification. Vous allez voir que parmi tous les cas d'usage, il y a un modèle qui va revenir souvent, et celui que j'ai choisi ici pour, entre guillemets, le meilleur modèle, et c'est Claude Sonnet 4.5. En effet, celui-ci est vraiment très très puissant, et donc dans cette catégorie-là, c'est le meilleur que j'ai pu trouver. Bien sûr, il y a aussi Claude Opus qui existe, mais c'est juste qu'il coûte beaucoup plus cher. Et bien sûr, il est puissant, mais il peut être vraiment overkill. En intermédiaire, j'ai choisi Haiku, donc qui est du coup le modèle léger d'Anthropic. Et ensuite, en budget, on a Grok. Donc pourquoi j'ai choisi ces modèles? Pour ça, je me suis basé sur un benchmark de tool usage. Notamment, le benchmark que j'ai utilisé est le TOE benchmark, et il mesure la capacité à exploiter des outils de la part des LLM. Et il se base du coup sur des analyses dans des cas concrets, d'utilisation de customer support et de vente notamment. Et pourquoi ici on se base sur un benchmark d'utilisation d'outils? Parce que la qualification et la génération de leads, en fait, ce workflow-là, c'est l'utilisation d'outils tout simplement. Notamment pour appeler à une API d'enrichissement pour récupérer nos leads de la part d'un outil particulier, un outil tierce. Ensuite, ce lead, il faut le scorer. Donc pour ça, on va faire différentes analyses, des recherches web, rechercher la data à différents endroits, faire la comparaison avec un CRM. Ensuite, on va décider des prochaines actions. Est-ce qu'on va enrichir les informations du lead avec de la donnée? Est-ce qu'on va ensuite envoyer un email à ce lead? Est-ce qu'on va ensuite décider de l'appeler peut-être avec un voice agent par exemple? Donc voilà, il y a plein d'outils à utiliser potentiellement, et donc c'est pour ça qu'on se base sur ce genre de benchmark pour ce genre d'application. J'ai choisi Haiku en intermédiaire car en gros c'est un sonnet mais qui coûte 3 fois moins cher, avec oui certes un petit peu moins de puissance. Il est à 73% sur le SWE Bench, donc la capacité de générer du code et de réflexion globalement, mais pour l'utilisation d'outils et des réflexions plus simples que Sonnet 4.5 peut très bien faire l'affaire. Donc j'ai conscience que Claude Sonnet 4.5 peut être cher, donc c'est pour ça que j'ai mis aussi d'autres LLM potentiels en termes de budget pour ce cas d'usage. Et l'objectif, c'est quand vous construisez vos automatisations, c'est que vous répartissiez les LLM en fonction du besoin. Pour des besoins particuliers en automatisation, avec de gros besoins de réflexion, là vous mettez Sonnet 4.5. Par contre, Sonnet 4.5, vous ne mettez pas partout. Vous mettez qu'aux endroits qui nécessitent beaucoup de réflexion. Pour les endroits du workflow, de l'automatisation qui nécessitent moins de réflexion, mais dans ces cas-là, vous mettez soit le Haiku, soit le Grok par exemple. Donc identifiez les capacités des LLM et répartissez un petit peu leur budget au bon endroit. Maintenant, cas d'usage numéro 2, c'est le Customer Support et le Chatbot. Ça, ce sont encore des cas d'usage qui reviennent très souvent dans les entreprises. Et ici, on va retrouver un peu la même configuration qu'avant, c'est-à-dire Claude Sonnet 4.5 qui est le meilleur. Et après, en deuxième, en intermédiaire, j'ai mis Haiku. Donc pareil, qui est un Claude Sonnet un petit peu moins puissant, mais voilà, qui est quand même 3 fois moins cher. Et en dernière partie, cette fois-ci, j'ai mis GPT-5 Nano à la place de Grok. Donc pour le support client, on a deux capacités de LLM qui doivent être requises. Un, c'est la capacité de router, donc d'identifier le besoin du client et de le diriger dans la bonne catégorie du support. Et de deux, de pouvoir répondre au client avec empathie et précision. Donc pour la partie empathie et précision, ça, je vous le cache pas, c'est Claude Sonnet 4.5 qui est le meilleur pour ça. Et par contre, pour la partie routage, pour diriger du coup la demande du client vers une partie du support, dans ces cas-là, on peut utiliser un modèle plus léger. Et donc c'est pour ça qu'on utilise GPT-5 Nano, car on n'a pas besoin d'un gros modèle dans ces cas-là. Et GPT-5 Nano est pas cher et il fonctionne très rapidement. Ensuite, troisième cas d'usage qui revient très souvent encore, c'est la génération de contenu pour les réseaux sociaux. Donc ici, pareil, le meilleur modèle selon moi pour rédiger du contenu, c'est Claude Sonnet 4.5. Donc ça, c'est juste pour la rédaction de contenu. Après, par contre, si vous avez besoin de récupérer des informations, d'agréger des informations depuis différents sites internet, par exemple, et bien dans ces cas-là, on faut utiliser un modèle qui a une grande fenêtre de contexte. Et donc, par exemple, on a Gemini avec Google qui fonctionne très bien pour ça. Il a une grande fenêtre de contexte et peut donc traiter des grands fichiers. Et dans ces cas-là, vous pouvez vraiment retirer les informations de sites entiers, de gros PDF, et pouvoir la synthétiser facilement. Donc vous pouvez vous en sortir très bien avec un mélange de Gemini pour l'extraction d'informations et la génération de posts et de contenu avec un Sonnet 4.5. Ensuite, en numéro 4, on a la gestion des emails. Donc ici, toujours pareil, pour le contenu rédactionnel et la réponse à des clients, on va préférer du coup un Claude Sonnet qui va être beaucoup plus subtil, beaucoup plus précis dans sa réponse. Et par contre, pour le tri des emails, là, on n'a pas besoin d'un gros modèle encore une fois. Et donc là, dans ces cas-là, c'est à vous de voir. Moi, j'ai proposé Gemini parce qu'il a une grande fenêtre de contexte, encore une fois, et il tourne assez rapidement. Donc dans ces cas-là, pour des gros emails, c'est facile de pouvoir récupérer toutes les informations de l'email et pouvoir le trier. Par contre, vous pouvez aussi utiliser un GPT-5 Nano notamment. Par contre, si vous recevez souvent de gros emails, dans ces cas-là, il faut préférer Gemini. Et enfin, du coup, on s'en fait un dernier. C'est le dernier cas d'usage qui est le RAG. Donc, du coup, la base de connaissances en format vectoriel.
Ici, le but, c'est de pouvoir permettre de générer nos vecteurs dans la base vectorielle. Et donc pour ça, le modèle a besoin d'avoir une connaissance entière du document pour pouvoir au mieux le décomposer. Et dans ces cas-là, c'est bien d'avoir un modèle qui a une bonne fenêtre de contexte. Et donc c'est pour ça qu'on va préférer un Gemini, par exemple. On peut utiliser Grok aussi, qui a une grosse fenêtre de contexte de 2 millions de tokens, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc ce genre de modèle va être très utile pour le RAG et va permettre de pouvoir récupérer au mieux nos chunks une fois qu'ils sont dans la base vectorielle et de pouvoir du coup avoir des résultats qui sont très précis quand on fait une requête directement à notre base. Dans cette partie, je vous parlais de différents cas d'usage que j'ai pu identifier qui reviennent le plus souvent concernant les besoins d'automatisation. Par rapport à ça, je vous ai fait un peu une fiche récap que je vous mettrai dans tous les cas dans la description, que vous pouvez télécharger. Et comme ça, si dans le futur vous construisez des automatisations, vous saurez quel modèle utiliser et vous arrêterez de perdre du temps à chaque fois. Alors j'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle te sera utile la prochaine fois que tu créeras une automatisation et que tu gagneras du temps dans ton choix de LLM. Dans tous les cas, n'oublie pas que cette vidéo retranscrit aussi mon usage personnel et mon retour d'expérience. Et bien sûr, mon choix n'est peut-être pas un choix universel. Peut-être que vous avez d'autres préférences et dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir quel LLM vous préférez utiliser de par votre expérience dans votre quotidien. Moi de mon côté, c'est ce que j'ai pu noter lors de mes différents cas d'usage, mais j'ai conscience aussi que ce n'est pas forcément une vérité générale. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire le projet que vous souhaiteriez automatiser dans le futur, et j'en ferai peut-être une prochaine vidéo. Et maintenant sur ce, moi je te dis à la prochaine.